C'est elle qui fait le lien entre ces deux couches. La couche application où se trouve l'application qui est en train de communiquer et la couche réseau qui représente le matériel sur lequel s'exécute une telle application. C'est clair pour le rôle de la couche transport? Oui, monsieur. Très bien. Il y a une question. Adapter le message au support de transmission. Non, avec la couche accès réseau, couche lien. OK, Tracy? La couche lien qui fait ça, qui adapte le message au support. C'est la couche network access, bien couche accès réseau. Maintenant, quelles sont les fonctions de la couche de transport pour faire ceci? Les deux rôles qu'on vient de voir, par quoi ils sont réalisés? Ils sont réalisés par les fonctions suivantes. Donc, la couche transport a les responsabilités suivantes. La première, donc, elle doit suivre des conversations individuelles. Donc, ça veut dire quoi? Que la couche transport, elle est là pour mettre en relation deux applications qui communiquent entre elles à travers deux machines dans un réseau. Elle les met en relation depuis le début de la communication jusqu'à la fin. Dès que les deux applications donc, terminent l'échange de données, à ce moment-là, la couche transport, elle va rompre la relation entre ces deux applications. Donc, elle va suivre la conversation jusqu'à la fin. Bien sûr, oui, après avoir ouvert une session, oui, oui, Bob. Ça, on va le voir en bed. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, elle suit les conversations entre les deux applications depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire la première fonction. Ça, c'est général, bien sûr. Deuxième fonction, c'est la segmentation des données et la reconstitution des segments. Ça veut dire quoi? Lorsque la couche application reçoit une donnée applicative de la part de la couche application, elle va découper la donnée applicative en plusieurs morceaux ou bien plusieurs blocs appelés segments. Et donc, la segmentation des données veut dire découper la donnée en plusieurs morceaux appelés segments. Ceci pendant l'émission. Et lorsque les segments sont reçus, lorsque les différents segments sont reçus par le récepteur, lui, il va réassembler les différents segments pour reconstituer les données. Quelques questions? On appelle ça segmentation et non pas fragmentation. Fragmentation, c'est ce qui est fait dans la couche réseau, qu'on n'a pas abordé, parce qu'actuellement, avec l'IPv6, il n'y a plus de fragmentation. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé dans ce chapitre. Cette fois-ci, il n'y a plus de fragmentation. Une question de Sichaïb dans un même réseau. Non, pas nécessairement le même réseau, non. Les applications qui communiquent dans un réseau, dans une interconnexion. Si les deux machines sont dans le même réseau, pas de problème. S'ils sont dans deux réseaux différents, aussi pas de problème. Oui, PEP, n'importe quel réseau. N'importe quel. D'accord? Bien sûr, Baraka, oui, c'est bien. Si les données sont découpées en plusieurs morceaux, en plusieurs segments, il faudra numéroter les segments. Sinon, comment peut-on reconstituer la donnée d'origine sans avoir les numéros de segments? Parce qu'il est possible que les segments soient reçus dans un ordre différent par rapport à leur émission. Un segment peut emprunter différents chemins, différentes routes dans une interconnexion, qui fait qu'un segment qui est envoyé après peut arriver avant un segment envoyé avant lui. Une autre question, la fragmentation. On n'a pas abordé la fragmentation. C'est un autre découpage qui se fait par protocole IP dans la couche réseau. Sauter la fragmentation. Fragmenter, c'est découper un paquet en plusieurs fragments. Maintenant, on découpe la donnée applicative en plusieurs segments. Il se fait par la couche transport.
Autre fonction, c'est ajouter des informations d'en-tête. Évidemment, lorsqu'on découpe, lorsqu'on segmente une donnée applicative en plusieurs segments, on rajoute un en-tête pour chaque donnée découpée. Pour chaque morceau, on lui rajoute un en-tête de segment, ce qui donne lieu à un segment donc complet, qu'on verra plus tard, compter cet en-tête et la donnée qui a été, et le morceau de la donnée qui a été découpé. Il y a une autre question. Bon, vous posez un peu de questions un peu qu'on verra par la suite. Je préfère donc avancer et vous verrez les réponses après. Hein? OK. Ne pas aller trop vite. Donc là, on rajoute un en-tête de segment. Il va donner pas mal d'informations, notamment donc le numéro de segment, notamment autre chose que vous allez voir par la suite. Patientez un moment. Autre fonction. Identifier, séparer et gérer plusieurs conversations sur le même réseau. Ça veut dire quoi? On peut lancer plusieurs applications à partir d'une même machine pour pouvoir communiquer en même temps avec différents sites. Vous pouvez par exemple envoyer des messages, des emails vers quelqu'un à travers une application de messagerie. Vous pouvez lancer un téléchargement de fichiers qui prend beaucoup de temps à partir d'un site. Le temps qu'il télécharge ce fichier-là, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez consulter un journal, oui, en parallèle, en même temps. Oui, vous l'avez tous fait. Lorsque vous lancez un navigateur pour vous connecter à un site, si vous ouvrez un autre onglet du même navigateur pour lancer une autre tâche, vous avez réellement lancé deux applications en même temps qui vous ont connecté à deux sites différents. Vous pouvez même lancer plusieurs fois le même navigateur pour vous connecter à plusieurs sites. Vous pouvez lancer plusieurs fois, vous pouvez lancer aussi différents navigateurs. Ça veut dire quoi? Que vous êtes connecté à plusieurs sites. Et donc, ce sont différentes applications qui communiquent à partir de votre ordinateur vers différents sites. Et donc, qui est-ce qui va faire la différence entre ces différentes applications lorsqu'ils reçoivent les messages? Lorsqu'ils les reçoivent, comment va-t-on les diriger vers les différentes applications? C'est justement, il faut numéroter chaque application et donc il faut rajouter un numéro dans chaque segment lié à chaque application, ce qui permet de séparer ces différentes conversations et de pouvoir les identifier à travers leur numéro. Ce numéro, et certains l'ont deviné, s'appelle le numéro de port. On va rajouter le numéro de port de l'application qui est en train de communiquer avec avec le numéro de port de l'application qui est en train de recevoir vos messages. Donc, les applications, on a vu ça tout à l'heure, sont identifiées par leur numéro de port. Oui, Baraka, oui. Ça revient à faire un petit peu, on va dire, un routage. Maintenant, on appelle ça multiplexage, bien démultiplexage. Et donc, pour faire tout ça, dans la couche transport, il existe des protocoles pour assurer ce qu'on vient de voir comme fonction. Donc, les protocoles de la couche transport spécifient comment transférer des messages entre les hôtes. Ils sont responsables de la gestion, ce qui demande de confiabilité d'une conversation. Les protocoles de routage utilisés dans la couche transport, c'est TCP et UDP. Le nombre de ports, il y a tellement énormément que vous allez voir que on peut le dire limité, mais c'est énorme. Hein. Patientez, par la suite, je vais vous présenter les numéros de ports utilisés pour numéroter les applications. Patiente par la. Alors donc,
dans le transport, il y a principalement deux protocoles, TCP et UDP. Les deux protocoles TCP et UDP, comme vous le voyez, lorsqu'ils vont recevoir des données applicatives de la part des protocoles, de la part de l'application, de la couche application, les données sont découpées en plusieurs segments. À ce moment-là, on parle de segment TCP si l'application a choisi d'utiliser TCP, et on parle de segment UDP si l'application a choisi d'utiliser UDP. Le segment TCP, les segments générés ici sont, dans les deux cas, remis au protocole IP, qu'il va encapsuler dans un paquet IP. Donc, un paquet IP contient soit un segment TCP, soit un segment UDP, lorsqu'il reçoit quelque chose qui vient de la couche transport. Et pour les applications qui sont là, lorsqu'ils ils vont contacter soit UDP, soit TCP. Et il faut savoir que chaque application, lorsqu'elle a été conçue, lorsqu'elle a été développée, à l'avance, ils ont choisi qu'elle doit utiliser TCP ou bien UDP. TCP ou bien UDP. Il y a une question. Bon, essayez maintenant de poser des questions pour tout le monde, pour que tout le monde voit la question. Monsieur, à moi-même, pour qu'ils comprennent les réponses que je donne à ces questions que vous posez. Hein. Donc, envoyez vos questions à tout le monde. D'accord? Il y a une question, est-ce qu'il y a uniquement TCP/UDP? Non, il y a d'autres protocoles spécifiques pour la vidéo, pour la téléphonie IP. Il y a des protocoles spécialement développés, mais c'est des cas particuliers. Hein. Alors, je parle du cas général. Je parle du cas général. Bon, il peut y avoir des coupures. C'est lié, comme vous le savez, maintenant c'est la charge. À 11 heures maintenant, c'est tout le monde qui se réveille, notamment aux États-Unis. Donc la charge augmente, ce qui fait que la connexion n'est pas très importante. Et vous connaissez aussi les problèmes liés à Algérie Télécom. Hein, c'est connu à la radio. Donc, je précise, je répète, chaque application, telle que HTTP, telle que FTP, telle que TFTP, telle que DNS et autres, hein, lorsqu'elles sont développées, c'est au moment de leur développement, ils ont choisi que cette application contacte soit TCP, soit UDP, soit les deux, par exemple, pour le cas du DNS. Je vais expliquer, par exemple, que fait ces différentes applications. Vous connaissez HTTP. HTTP, c'est le navigateur web. L'accès aux pages web se fait via l'application qui s'appelle HTTP. Hypertexte, donc, protocole. Vous connaissez, c'est tout ce qui est accès aux pages web, au serveur web. Et pour envoyer, pour accéder au site web. Si vous voulez, par exemple, transférer ou bien télécharger un très long fichier, on ne peut pas l'envoyer par mail, en attachement. Il y a une application qui permet de transférer de très longs fichiers. Et donc, on le fait via l'application FTP, File Transfer Protocol. Un protocole de transfert de fichiers, qui sont de très longs fichiers. Le transfert peut se faire dans les deux sens. Il y a un serveur FTP. Si je veux transférer, bon, FTP, il fait appel à TCP. On va voir pourquoi. Si je veux, par exemple, transférer des fichiers qui sont très courts, qui ne sont pas très longs, et des fichiers un peu particuliers, je peux utiliser presque la même application, mais qui est légère, qui est simple, qu'on appelle TFTP. TFTP veut dire Trivial FTP, qui veut dire un protocole de transfert de fichiers simple, très simple. Il n'est pas très compliqué, donc il est simple. Il fait appel à UDP. SMTP pour l'échange des emails. Il fait appel à TCP. DNS, on le verra dans le dernier chapitre. Certaines fois, il fait appel aux deux, TCP et UDP. Et pas mal d'autres applications. Certaines font appel uniquement à TCP, d'autres uniquement à UDP, et d'autres au
de protocole, comme le cas du DNS. Oui, donc c'est un protocole de transfert de simple mail, un SMTP, donc Simple Mail Transfer Protocol. On va d'abord présenter donc le protocole TCP, veut dire Transmission Control Protocol, bien protocole qui contrôle la transmission, bien transfert, contrôle, protocole. Donc TCP, il fonctionne en mode connecté. Je mets un mode connecté. Avant le TCP, lorsqu'il reçoit une donnée de la part de la couche application, par exemple ici, lorsque le TCP reçoit un fichier à transférer d'une machine à une autre et qui est contacté par FTP. Lorsque FTP envoie un message, lorsque FTP envoie un fichier vers, vers UDP pour le transférer vers notre site, que fait TCP? Après avoir reçu le fichier, donc par exemple un fichier qui est là, le fichier donc qu'il a reçu pour un transfert, que fait TCP? Avant de le découper en plusieurs segments, le fichier, il faut qu'il soit découpé en plusieurs segments. Le fichier, il est mis de côté, et TCP, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer une demande de connexion, vers le site vers lequel il veut transférer le fichier. Avant d'envoyer le fichier, donc il envoie un premier segment de demande de connexion vers la machine à qui il veut transférer le fichier. Une fois que la machine va répondre « Oui, je suis d'accord pour recevoir donc tes messages », à ce moment-là, TCP revient vers le fichier, il va le découper en plusieurs segments et commencer à envoyer segment après segment. Donc, TCP ouvre d'abord une session avec la machine distante vers laquelle elle veut transférer le fichier avant de commencer le transfert. Si la machine distante répond, elle est prête à recevoir le fichier à transférer, le fichier sera alors transféré. Sinon, le fichier ne sera pas transféré. Et pour cela qu'on dit que TCP fonctionne en mode connecté. Il faut d'abord que l'application émettrice établit un contact avec l'application réceptrice avant d'envoyer le fichier. Mode connecté veut dire établir le contact. D'accord? Il faut se connecter avec un câble ou bien... C'est évident, la connexion physique, elle est évidente, on n'en parle pas. Soit connexion via un câble ou bien via un support sans fil, c'est évident. Mais lorsqu'on parle de mode connecté, TCP établit d'abord une session entre les deux équipements qui vont échanger les données, ou bien entre les deux applications qui vont échanger les données, et ceci en établissant d'abord un contact. Sinon, il n'y aura pas d'envoi des données. Voilà la première caractéristique de TCP, c'est que il y a d'abord ouverture de session pour une prise de contact. Après cela, ou bien la deuxième caractéristique, c'est que TCP assure la fiabilité. Si les segments échangés, sont mal reçus, TCP s'en charge à ce que les segments soient bien reçus. Donc les segments sont corrigés s'il y a des erreurs de transmission. Donc tous les messages échangés depuis TCP, via TCP, on est sûr qu'ils sont bien reçus. Donc on assure la fiabilité. Et aussi, il assure le contrôle de flux.
Maintenant, TCP essaye d'éviter de surcharger l'application réceptrice. Elle fait de sorte qu'elle envoie par partie sans trop charger et surcharger l'application réceptrice. On verra ça aussi plus tard. Donc, juste, je vais donner quand même les caractéristiques de UDP. À l'inverse, UDP ne fonctionne pas en mode connecté. UDP, lorsque il reçoit une donnée, par exemple, de la part de TFTP, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie directement vers, TCP, vers IP pour la remettre donc quelque part au récepteur. Il ne cherche pas est-ce que, est-ce que le récepteur est prêt ou pas. Il ne cherche pas à établir une connexion avec le récepteur. Il lui envoie directement le message. S'il est bien reçu, s'il est reçu par le récepteur parce qu'il est prêt, tant mieux. S'il n'est pas reçu parce que le récepteur n'est pas prêt, il faut refaire ça la prochaine fois. Donc, c'est le message qui va partir directement au récepteur. Par contre, on a avec TCP, on envoie un message vers TCP. Message, il est mis de côté et on envoie d'abord une demande de connexion. D'accord? Une fois qu'il y a une réponse positive, là, on envoie le message vers le récepteur. Donc, le message FTP, il n'est envoyé que s'il y a eu connexion avec le site récepteur. Et donc, oui, les emails, on voit un SMTP fonctionne avec TCP. Même chose pour l'accès web. On fonctionne en mode connecté. Donc, vous êtes connecté avec le site web tant que vous êtes en train de consulter le site web. Mais avec TFTP, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas plutôt d'établissement de connexion. D'accord? Il n'y a pas de prise de contact. Voilà. Aussi, avec UDP, il n'y a pas d'assurance de fiabilité. On ne cherche pas à traiter les erreurs. On envoie un segment UDP sans chercher à ce qu'il est bien reçu ou pas. S'il est bien reçu, tant mieux. S'il n'est pas bien reçu, ce n'est pas le problème de UDP. Il faudra le corriger s'il faut le corriger ailleurs. Bon, il y a une question par Baraka pour les emails. Non, on n'est pas en mode non connecté. Non. Non, 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 non. Il faut bien clarifier une chose. Lorsque tu envoies un email à quelqu'un, tu passes par des serveurs de messagerie. Ta machine, lorsqu'elle va envoyer un message, elle va envoyer un serveur de messagerie. Eh bien, ta machine, elle va d'abord établir un contact vers le serveur de messagerie pour se mettre en relation, pour ouvrir une session. Dès que la session est ouverte, ton PC va envoyer les mails à ce serveur de messagerie. Là, donc l'envoi du mail a été fait en mode connecté avec ton serveur de messagerie. Maintenant, la personne à qui tu as envoyé le message, il est connecté ou pas, c'est le problème entre le serveur de la personne à qui tu as envoyé l'email et lui-même. D'accord? Voilà. Et bien sûr, la personne, lorsqu'elle va lire son email, elle va se connecter, elle va ouvrir une session avec son serveur à elle-même. D'accord? Et donc, UDP n'est pas fiable. Il ne s'intéresse pas à traiter les erreurs de transmission. Voilà. Et même pas ne contrôle pas le flux. Voilà les principales caractéristiques qui séparent TCP et UDP. Bon, j'ai parlé de UDP, on va en parler par la suite. Et voilà pour ce qui est de TCP. Je pense que le temps est écoulé, donc on verra le reste pour voir quelles sont les opérations principales de TCP. On verra ça la prochaine séance, Inch'Allah. J'ai donc une petite suggestion parce que je risque de m'absenter une semaine. Est-ce qu'il est possible de faire un cours en plus cette semaine?
Est-ce qu'il est possible de le faire si jamais je m'absente? Pour essayer de le récupérer à l'avance, c'est beaucoup mieux que de le faire après. On peut le faire en ligne, hein. On verra pour le. Je préfère en ligne. Je préfère en ligne. Quelles sont vos disponibilités pour faire un cours supplémentaire? Pas supplémentaire, non. Pour faire un cours lié à la semaine pour lequel je vais être absent. Je ne sais pas à laquelle semaine. Je n'ai pas encore confirmation. Est-ce que je vais m'absenter cette semaine ou bien la prochaine ou bien celle qui suit? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire par exemple, qu'est-ce que vous avez par exemple demain? Ou bien jeudi? Demain, vous êtes libre l'après-midi? Jeudi chargé. Sinon, bon, ce que je vais vous proposer, si je suis absent, on peut le faire le même jour, en fin de journée. D'accord? Comme aujourd'hui mardi, on le fait donc à partir de 18 h ou bien, OK, en ligne, oui, en ligne. Les Oui. séances du mardi matin, on va le faire les après-midi. Allez, on fait comme ça. Les après-midi, les mêmes journées. Donc mardi et même le TP dans ce cas-là, si je suis absent, on va le faire en ligne, hein, pour ne pas donc être rattrapé par les retards. On va le faire en ligne. C'est connu, hein, les interros, c'est sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein. C'est connu. Tous les chapitres qu'on a vus jusqu'à présent. Voilà. Allez donc, je vous laisse aller faire le cours sur le microprocesseur. On verra donc comment faire en présentiel. Si je m'absente la semaine prochaine, on trouvera un moyen pour rattraper la séance présentielle, hein. OK, allez, au revoir.